Girardville et Saint-Thomas a le plaisir de vous présenter Œillet et Chrysanthème, une journée de guerre pour la paix, les caisses populaires et la télévision communautaire, le judo dans le secteur et enfin la pianiste Carmen Dion. L'ornementation qu'on peut faire aux abords de nos maisons. Ça devient très important de nos jours de vivre, si vous voulez, dans un décor qui est quand même enchanteur et qui nous donne un certain plaisir à regarder. Alors, l'ornementation des maisons, j'entends tout de suite la réflexion que vous faites. Ah, il va falloir encore dépenser de l'argent. Alors, il faut se détromper. Faire de l'ornementation sur une propriété, ce n'est pas quelque chose qui est tellement dispendieux. En fait, vous pouvez faire ça pratiquement parfois pour quelques sous. Ça va peut-être vous surprendre, mais je peux vous donner un exemple. Disons que vous décidez de mettre quelques plants de fleurs. Bien, vous savez, si vous achetez 2 paquets de graines à 15 sous chacun, ça vous fait 30 sous pour faire de l'ornementation qui va rendre votre propriété plus attrayante. Alors, en quoi ça consiste l'ornementation? Ça consiste tout simplement à rendre plus beau ce qu'on a déjà à date. Alors, la première chose, si on veut faire de l'ornementation dans nos parterres, le premier point qu'il faudra respecter, c'est d'abord de se nettoyer. Il n'est pas question ici d'insulter personne en disant « Ah, ben, ils pensent que l'abord de nos maisons est sale ». C'est pas ça. Il faut enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Bon, remiser les poubelles s'il y a lieu, enlever certaines petites clôtures qui ne peuvent plus servir, enlever, en fait, tout ce qui n'est pas beau. Alors, une fois que ceci est réalisé, on peut penser à faire ou à commencer l'ornementation. Il faut d'abord se faire un plan. Pas nécessaire de faire un plan d'architecte pour réussir ça. Il suffit tout simplement de dresser sur papier les grandes lignes de ce qu'on a décidé de réaliser. Ça veut dire quoi, ça? Bien, si vous avez décidé de planter un arbre, bien, il faut bien vous rappeler que l'arbre, au moment où vous le plantez, il y a peut-être 6 pouces de haut, mais que cet arbre-là peut en atteindre 60 pieds de haut. Alors, il vous faudra prévoir à l'avance les endroits où vous mettrez vos plants d'abord, pour ne pas être obligé, au cours des années, d'être pris pour les déménager d'un endroit à l'autre sans arrêt. Alors, une fois que vous avez dressé votre plan, vous avez dit, bien, je mets un arbre à tel endroit, je mets un autre arbre à tel autre endroit, je place des fleurs, je me fais un trottoir. Bien, il faut vous rappeler qu'après ça, il faut se choisir des plantes qui sont rustiques. Par plantes rustiques, on entend des plantes qu'on peut, disons, bien garder sous nos climats. Alors, vous avez à cet effet des catalogues où on peut vous vendre des plants, si on pense aux arbres. Vous avez une autre possibilité. On est entouré de forêts. Alors, il n'est pas nécessaire strictement d'aller chez un marchand pour s'acheter une épinette quand on en a tout le tour de nous. Alors, il y a sûrement possibilité, près des abords d'un chalet que vous avez ou d'une forêt que vous connaissez, d'aller vous chercher quelques arbres là. Une fois donc que vous avez choisi les arbres que vous vouliez utiliser, bien, après ça, vous devez penser aux plants ou aux fleurs que vous allez y placer. Alors, dans les fleurs, vous en avez une foule d'espèces différentes qui sont mises à votre disposition. Et là encore, il suffit de choisir d'abord des fleurs qui sont hâtives. Vous savez qu'on est dans une région où on a à peine 100 jours de saison de végétation. Ça veut dire qu'on a à peine 100 jours sans geler. Ça veut donc dire que si vous prenez des fleurs qui demandent des 125 et 150 jours avant de fleurir ou avant de vous donner un beau plant, bien, tout de suite, vous manquez votre coup.
Alors, vous devez prendre des fleurs qui sont adaptées pour les besoins de la région, c'est-à-dire pour une région qui est quand même froide. Une fois que vous avez choisi la fleur au point de vue de sa rusticité, vous devez aussi penser aux couleurs. Supposons que vous vouliez placer des fleurs près d'un solage de maison qui est blanc. Bien, il y a une couleur de fleur au point de départ que vous devez éviter, c'est la couleur blanche. Parce qu'à ce moment-là, vous n'auriez pas le relief ou l'éclat que vous voudriez que ça ait. Il faut aussi penser, les couleurs foncées chez les fleurs sont très attrayantes. Mais très souvent, quand vous passez sur la rue et que vous regardez ces fleurs-là, elles n'ont pas toujours l'éclat qu'on voudrait. Alors, il faut essayer de faire un mélange qui est quand même harmonieux de couleurs pour rendre ça agréable à voir. Par mélange harmonieux, ben, on entend une fleur jaune placée à côté d'une fleur rose, c'est peut-être très beau. Mais au point de vue de richesse de couleurs pour l'œil, ça paraît peut-être moins éclatant que si vous placez à côté de cette fleur jaune une fleur, par exemple, qui sera rouge vif, pour la faire ressortir davantage. Alors, vous devez donc accorder une certaine importance au choix de vos arbres et au choix de vos fleurs. Mais vous allez me dire maintenant, comment on va faire pour les avoir, ces fleurs-là? Bien, les fleurs, c'est sûr que dans la région où on est, il y a avantage à les semer assez à bonne heure. Alors, pour les fleurs les plus courantes, disons que vous pouvez semer ça dans la maison. Vous les partez assez tôt pour qu'une fois qu'ils sont rendus dehors, ces plants-là, bien, qu'ils commencent à fleurir. Tandis qu'on parle de ça, là, de semer des plantes en maison, il faut chasser une croyance qu'on a. Il y a été un temps où on disait, par exemple, il faut semer les tomates à la fête de Saint-Joseph. C'était une pensée très pieuse qui pouvait servir à faire pousser nos plants, mais il reste que on sait fort bien de nos jours, et c'est marqué ça dans les catalogues de graines, que la tomate, si on prend ça comme exemple, prend 90 jours avant de nous donner des fruits. Alors, ce 90 jours-là, ça veut dire que du moment où vous semez, si votre plant a les conditions idéales de croissance, au moment où vous récoltez, ça prend 90 jours. Bien, si vous vous attendez de récolter vers le 30 juillet, bien, vous reculez 3 mois avant pour semer, de sorte que vous avez à peu près la date précise où vous devez commencer vos semis. Il est sûr que ça peut varier, ça peut être très loin des fêtes religieuses. Mais là encore, c'est une excellente pensée que de semer ça à une fête religieuse, mais c'est que la plante, au moment où vous la sortez dehors, peut être rendue très très longue et même être poussée en orgueil. Alors donc, une fois que vous avez semé vos fleurs, vous vous en occupez et au printemps, vous les transplantez selon la méthode conventionnelle dont on a parlé déjà antérieurement. Maintenant, dans l'ornementation, on a deux façons de faire l'ornementation. On a ce qu'on appelle l'ornementation paysagiste et l'ornementation classique. L'ornementation classique, le mot le dit, c'est très classique, vous avez beaucoup de symétrie là-dedans. Un exemple courant qu'on peut voir sous nos yeux, c'est le parc municipal à Normandin ou le parc municipal à Saint-Félicien, où vous avez là-dedans, par exemple, des pièces d'eau, où vous avez des chemins qui sont... vous avez un chemin du côté gauche, un chemin du côté droit, alors vous avez toujours beaucoup de symétrie. Alors que dans l'art paysagiste, on essaie de s'approcher de ce qui est naturel. Alors, si on s'approche de ce qui est naturel, bien nécessairement, on devra, dans nos parterres, bannir tous les dessins de petits animaux. On devra enlever les réservoirs d'eau qui contiennent des fleurs, parce que c'est pas naturel. On devra enlever les pierres chaulées, parce que c'est pas naturel. Alors, on doit essayer de respecter tout ce qui est naturel. Ça ne veut pas dire, remarquez bien, qu'une personne qui met des fleurs dans un pneu qui est peint, que ce n'est pas beau. Ça peut être beau en soi, mais il reste qu'on s'éloigne beaucoup, qu'on recherche dans l'art paysagiste. Alors, une fois que vous avez fait votre plan, il ne faut pas oublier aussi, si vous avez décidé de faire de l'ornementation paysagiste, ce qui est le plus facile à réaliser, et ce qu'on vous conseille, de penser aussi à l'ornementation de votre gazon, votre parterre. Un parterre, c'est quelque chose qui doit être beau. Et un parterre, ce n'est pas nécessairement vert. En ce sens que on dit souvent, ben j'ai un beau gazon, il est vert. Ça ne veut pas dire que le gazon est beau.
très souvent, on rencontre plus de mauvaises herbes que de plantes cultivées dans un gazon, et ce n'est pas normal. Alors, le gazon aussi doit répondre à certaines conditions. Être pris pour toujours dire aux enfants, n'allez pas jouer sur le gazon, vous allez le briser, c'est très déplaisant, très fatigant pour les parents de le dire. Alors, je vends des plantes qui vont très bien résister au piétinement, comme il y en a d'autres qui vont très bien résister à la sécheresse. Il y en a d'autres qui vont tolérer l'ombre. Alors, si vous faites un mélange des trois, par exemple, de plantes qui tolèrent la sécheresse, de plantes qui tolèrent l'ombre et de plantes qui tolèrent le piétinement, bien, vous retrouvez dans un gazon les conditions idéales. Alors, disons qu'on reviendra là-dessus aussi sur la façon de bien se faire un gazon. Alors, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on étudiera principalement comment on peut se faire un plan d'ornementation assez rapidement pour donner quelques détails et surtout les principaux détails qu'on doit retrouver sur un plan. Alors, je vous rappelle que nous avons toujours un courrier, que l'adresse de l'émission est œillet et chrysanthème, case postale 130, Normandin. Alors, je vous dis au revoir et je vous invite à la semaine prochaine. Bonjour. Vous avez certainement entendu parler d'un jour de guerre pour la paix. Le Club Jeune du Monde de Normandin vous avait fait communiquer un message la semaine dernière vous disant que leurs membres circuleraient dans les paroisses, vous invitant à signer une feuille de pétition pour cette journée. Malheureusement, nous ne pouvons réaliser ce projet, mais nous tenons quand même à vous parler de cette journée qui se déroulait le 24 février. Pour vous entretenir de ce sujet, j'ai à mes côtés Frère Wilbrod Tremblay. Frère Wilbrod, bonjour. Bonjour Sylvie. Tout d'abord, j'aimerais que vous me dites qu'est-ce qu'on entend par un jour de guerre pour la paix. Je pense qu'il est bon d'expliquer ici l'expression pour comprendre toute la richesse qu'il y a dans cette idée. D'abord, on a pris deux contraires pour pouvoir prouver une idée. On a dit un jour de guerre pour la paix. Il faudrait trouver qu'est-ce qui se cache sous cette phrase. Je pense que c'est une idée de partage qu'on peut y trouver. Un jour de guerre pour la paix, c'est une idée qui a été lancée dans laquelle on demande que chaque gouvernement de pays donne pour la paix une journée de leur budget, du budget national, qu'on donne ça pour les œuvres, qu'on donne ça pour les œuvres du tiers-monde, qu'on donne ça pour la paix. Mettons que je prends un exemple ici. Ici, pour le Canada, le budget de la défense, c'est de 360 millions. Alors, on va prendre une journée, c'est-à-dire, ça va être 1 million, et ce million-là va être consacré pour la paix. Alors, on demande une journée de guerre pour la paix. Et quel est l'initiateur de cette journée? Alors, l'initiateur de cette journée mondiale, c'est un homme très connu, M. Raoul Follereau. J'aimerais ici présenter un peu ce personnage. Enfin, je devrais dire cette personne, parce qu'il ne joue pas le rôle du tout d'un personnage, mais bien d'une personne. Il faut bien connaître une personne, je crois qu'on peut la présenter sous deux plans. Le premier plan serait les paroles, et le deuxième plan serait ses actes. Et pour mentionner ici là, des paroles qui font que cet homme est vraiment connu, et que cet homme est vraiment sérieux aussi, il nous envoie des phrases clés, des phrases marteaux qui nous assomment, qui nous réveillent de notre... quand on est endormi, alors, il nous envoie une phrase marteau de même pour nous stimuler. Alors lui, son champ de bataille, ça va être, il va sur trois plans, il va nous dire, il va lutter contre l'égoïsme, et il va nous dire, personne n'a le droit d'être heureux tout seul. Ensuite, il lancera une deuxième idée, il parlera de 15 millions d'hommes. Là, il veut parler des lépreux. Et ensuite, il lancera une troisième idée, c'est l'idée contre la guerre, et il dira, s'aimer ou disparaître. Alors, c'est après les trois grandes idées qui vont polariser l'action de M. Raoul Follereau. Alors ça, c'est après les paroles qui peuvent nous faire connaître ce bonhomme. Ensuite, il va y avoir les actions. On peut connaître quelqu'un par ses actions. Je crois depuis une cinquantaine d'années que M. Raoul Follereau travaille pour les œuvres du tiers-monde et surtout dans les partis, et surtout pour les lépreux. Bon, depuis 50 ans qu'il voyage, qu'il a fait le tour du monde plusieurs fois. Il fait le tour du monde, il visite les léproseries. Il est toujours avec son épouse. Alors, c'est un homme vraiment engagé dans l'action. En donnant cette journée, est-ce que vous croyez que ce sera suffisant pour subvenir aux besoins du tiers-monde? Évidemment, ici, c'est une approche qu'on peut faire seulement. Je crois que pour les problèmes du tiers-monde, c'est pas parce que
mettons que l'idée se réalise, que chaque pays, que chaque nation donne une journée de guerre pour la paix, je crois qu'on n'a pas trouvé la solution aux vrais problèmes qui existent dans le monde. Mais je crois que c'est faire prendre conscience à l'univers, parce que là, ça devient une réalité là, universelle, l'idée que Raoul Follereau a lancée. C'est une idée qu'il a lancée là, à travers le monde. Je pense que c'est pour l'univers un pas seulement vers le partage. C'est un pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à faire avant de réaliser son grand projet. C'est un début. Hein. Je pense qu'il faut accepter ses limites, il faut accepter de débuter dans ce domaine-là. Aussi, croyez-vous qu'en faisant signer les gens, ça pourra suffire à convaincre le gouvernement de donner la somme? Évidemment, tout dépend à quel gouvernement on a affaire et tout dépend aussi où se trouve l'évolution du gouvernement par rapport aux problèmes du tiers-monde. Il y a peut-être des gouvernements qui sont plus conscients des problèmes qu'il y a au tiers-monde. Je crois qu'ici, que le gouvernement canadien prend conscience des réalités qu'il y a dans le monde, comme on a pu voir dernièrement les voyages de M. Trudeau qu'il a pu réaliser là, dans d'autres pays. Il y avait un but très précis. Et le gouvernement canadien, je pense qu'il a fait plusieurs pas dans ce domaine-là par diverses associations. Il y a l'ACDI, il y a le SUCO, d'autres organismes de même là, au niveau du Canada, dans le but d'aider les pays. Encore là, je crois que le Canada, vraiment, est un pays dynamique et il a fait son pas. Et il faut continuer, évidemment. Je pense que par les signatures qu'on peut avoir là, dans tout le Canada, ça va convaincre le gouvernement, parce que le gouvernement, en somme, c'est nos représentants, mais c'est tout le peuple aussi. Hein. Le gouvernement a la force que le peuple lui donne. Donc, je pense que c'est un élément pour faire avancer le gouvernement, pour créer aussi une conscience, je dirais, nationale de cette réalité du tiers-monde. Aussi, on entend parler des personnes, ils disent pourquoi donner de l'argent au pays du tiers-monde, ensuite ils vont nous retomber sur la tête. Est-ce que vous croyez que c'est dangereux de donner de l'argent au tiers-monde? Disons au début qu'on pourrait s'entendre que donner de l'argent au tiers-monde, c'est pas une œuvre de charité que l'on fait, c'est tout simplement, et à la base, c'est de la justice de notre part. Alors, c'est pas du luxe qu'un pays riche donne à un pays pauvre. C'est une nécessité, c'est même un devoir pour un pays riche comme le nôtre. Même le Concile a incité beaucoup le partage entre les nations riches. Alors, pour nous autres, c'est un devoir de justice. Maintenant, est-ce que l'argent qu'on peut envoyer là-bas, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça se rend? Est-ce que les gens reçoivent l'argent? Évidemment, il y a des complications parfois. Ça, peut-être, ce qui est mieux, et le Canada a compris cette idée, c'est d'envoyer des personnes. Je pense que les personnes, c'est supérieur à l'argent qu'on peut envoyer. Habituellement, au Canada, on envoie des personnes avec de l'argent pour réaliser des projets bien précis. Lorsqu'on envoie un Canadien dans un autre pays, alors on l'envoie là pour s'occuper de l'agriculture ou pour enseigner ou pour être infirmier, médecin, on l'envoie qu'à un certain montant d'argent. Je pense que c'est une solution qui semble valable. C'est important d'envoyer de l'argent, mais c'est important aussi d'envoyer des personnes. Je pense que ces pays-là ont plus besoin de personnes, d'une présence humaine, que de capitaux où ils ne seront pas parfois les employés selon les besoins réels du milieu. Alors, je vous remercie beaucoup, Frère Wilbrod Tremblay. Plaisir. Et j'espère que ça pourra répondre aux quelques interrogations que se posaient nos téléspectateurs. Alors, bonjour. Lundi le 22 avait lieu à Normandin une rencontre réunissant une partie du personnel administratif des caisses populaires de Dolbeau, Saint-Félicien, Notre-Dame-de-la-Dorée, ainsi que du secteur de Normandin, avec des artisans de la télévision communautaire de ces endroits.
M. Jean-Eudes Bergeron, de l'Union régionale des caisses populaires, était l'animateur de cette rencontre. Dans une région que les gouvernements fédéral et provincial ont volontairement décidé de délaisser pour mettre l'accent sur les grands centres comme Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, les caisses populaires sauront-elles prendre la responsabilité qui leur revient, c'est-à-dire celle de participer concrètement à l'effort de développement économique et social du milieu? C'est là une question de vie ou de mort. Ce point a été à peine effleuré à la rencontre de lundi le 22, et on s'est plutôt demandé si la télévision communautaire peut être un instrument valable pour les caisses populaires afin de réaliser leurs objectifs dans les différents milieux. Si oui, quelles actions pourraient être entreprises et comment les caisses populaires pourraient-elles participer à la survie financière de la télévision communautaire? Voici quelques éléments de réponse. L'objectif premier de la rencontre, comme je viens de vous dire, c'est d'étudier. D'abord, c'est de prendre connaissance et d'avoir l'information nécessaire sur la télévision communautaire et aussi sur le rôle que nous avons à jouer dans notre milieu. Et toute cette étude devra nous amener à répondre à 3 questions. La première, est-ce que la télévision communautaire peut être un moyen de communication valable pour atteindre notre milieu respectif? Là, c'est une réponse à répondre oui ou non. Si oui, quelle action éducative devrions-nous entreprendre pour atteindre notre milieu respectif? Et concernant, comme 3e question, concernant cette action éducative, est-ce qu'il y aurait lieu de prendre des décisions à la prochaine assemblée de notre conseil d'administration et lesquelles? Vous savez, après l'Église, c'est les caisses populaires qui associent le plus de personnes dans les milieux. C'est encore beau, hein? Mais trouver l'association de personnes le plus importante à caractère socio-économique au Québec et dans la paroisse, il n'y a pas. On s'en est jamais assez préoccupé, on s'en est jamais assez servi de cette association de personnes. Elle est forte. On n'a jamais réalisé qu'elle était forte. J'ai bien hâte de voir le jour où on s'en servira pour se prononcer sur certains problèmes économiques et sociaux. Vous allez voir que ça va déplacer du monde. Et le problème qui se pose aussi actuellement au niveau des caisses, c'est que cette association-là étant très grande, on a des caisses qui ont jusqu'à 5, 6, 7 000 membres. Ces gens-là passent en général à la caisse, mais ils ne peuvent pas, d'abord, le gérant est généralement très pris avec des demandes d'emprunt, ces choses-là. Les caissiers n'ont pas le temps de toujours donner l'information ou de faire le sondage nécessaire pour penser à une nouvelle orientation ou à de nouveaux services. L'Assemblée générale, sur le plan régional, rassemble en moyenne 5% des membres. Ici, Normandin bat des records, par exemple, avec environ 10% des membres assis à l'Assemblée générale. Et même si c'est un record, il y en a quand même 90% qui ne viennent pas s'exprimer. Comment faire pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de la caisse, puis qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils aiment de la caisse, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Et moi, je sais bien que le projet, j'espère qu'il va être réalisable. Je crois que ça va être une formule parmi d'autres qui va nous permettre d'atteindre une autre couche de notre partie de nos membres qu'on n'est pas capable d'atteindre autrement. Moi, c'est mon opinion, à condition, justement, encore là, c'est pas tout de donner de l'information à sens unique, mais il va falloir donner une information, mais dans les deux sens, et demander, s'en servir même pour aller faire des sondages d'opinion et aller chercher les informations qu'on a besoin pour orienter les caisses. Et à ce moment-là, on aura une population qui sera en arrière des conseils d'administration, qui sera en arrière de tout le mouvement pour appuyer. Actuellement, l'image, qu'on le veuille ou non, l'image des caisses populaires, il faut la modifier. Actuellement, la jeunesse ne voit pas les caisses
pour eux. Ça s'agit d'aller dans un milieu étudiant, vous allez voir qu'elle ne la voit pas comme ça. Pas parce que c'est pas bon, les gars, c'est parce qu'ils la connaissent pas et qu'on ne peut pas trouver parmi la direction, si vous voulez, on ne trouve pas tellement de jeunes. Quand un jeune veut, disons, un jeune travailleur veut participer dans un organisme comme à savoir, est-ce qu'il doit participer dans la jeune chambre ou la chambre de commerce des vieux, comme on dit souvent, bien, il regarde le portrait de ces deux organismes-là. Et il choisit. Et actuellement, je crois qu'il va falloir songer à ça et essayer d'identifier des jeunes dans notre mouvement si on veut que les jeunes viennent s'ajouter. Je pense bien que ça fait plaisir à tout le monde qui s'occupe de la télévision de se voir ici avec des gens qui s'occupent d'économie, d'éducation, puis qui sont pas mal engagés dans le milieu aussi. J'ai l'impression qu'on va faire des bons mariages. En tout cas, on est bien intentionnés de part et d'autre. Ça va peut-être être des mariages d'amour. Si on va trouver des raisons après. On nous demande d'expliquer un peu la télévision communautaire. Alors, on s'est engagé, là, nous, ici, à Normandin, pendant une semaine intensive où on a fait beaucoup de télévision, 15 heures, c'était pas mal. Ensuite, on s'est dit peut-être que ça pourrait devenir un petit peu plus permanent, en ayant moins d'heures par semaine. Alors, on est embarqué. Maintenant, on est à essayer de se vérifier pour voir si ça colle à la réalité, puis si on peut continuer. Orientation. La télévision communautaire est un outil qui va permettre au milieu de réaliser des changements à peu près irréalisables sans cet instrument. On explique le pourquoi. La télévision commerciale ne peut pas répondre aux besoins précis de chaque communauté. Seule la télévision communautaire peut permettre aux citoyens d'un milieu donné d'amener sur la place publique les différents problèmes qui se présentent et de mettre en branle les énergies pour les résoudre. Alors on pense que la télévision commerciale ne peut pas faire ça. Alors la programmation sera par conséquent orientée sur deux objectifs prioritaires: la participation et la communication. La participation des citoyens à tous les niveaux de la vie du milieu est une condition indispensable au développement de ce milieu, en fonction des hommes qui y vivent toujours, bien sûr. La communication, en même temps qu'elle est un but, devient un moyen pour réaliser cet objectif de participation au développement. Alors, on peut presque dire que l'un ne va pas sans l'autre. Pour que les gens participent, il faut communiquer avec eux. Puis quand on communique avec eux, ils participent plus. Alors, on pense que ça, ce n'est pas détachable. Alors, la communication peut être favorisée à plusieurs paliers. Communication entre les structures politiques en place, ministères, municipalités, commissions scolaires, on pourrait ajouter à ça évidemment caisse populaire, etc. Communication entre jeunes et adultes, communication entre l'école et le milieu, parents et enfants. Alors c'est le comité de programmation qui recevra le mandat de concrétiser ces objectifs en axant la programmation sur l'information et les événements. On a parlé de télévision commerciale, on pourrait l'appeler aussi télévision traditionnelle. Alors, la télévision traditionnelle nous a habitués à être des consommateurs d'informations. On ouvre aux deux canaux qu'on connaît et on a de l'information qui nous vient un peu de l'extérieur. Alors, il faut que la télévision communautaire amène les citoyens, de quelque façon que ce soit, à réfléchir et à s'engager. Parce que la télévision traditionnelle ne nous permet pas tellement, parce qu'elle ne s'adresse pas uniquement à notre communauté. Tandis qu'on pense que la télévision communautaire peut davantage amener les gens à réfléchir. Puis comme on le disait tout à l'heure, je parlais avec M. le curé de l'émission de ce soir, à se compromettre d'une certaine façon. Parce que ce qu'ils disent à la télévision, devant le micro, devant la caméra, il y a des spectateurs qui sont là aussi, puis qui l'entendent. Les spectateurs ne sont pas loin de celui qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils sont dans la même municipalité. Alors il y a de fortes chances que ça fasse avancer les choses. La télévision communautaire peut être l'occasion pour les organismes de travailler d'une autre façon. Il y a un tas de mouvements dans nos paroisses, un tas d'organismes qui sont habitués à travailler d'une certaine façon. Or, on pense que la télévision communautaire, pour chaque communauté,
est un nouvel instrument que ces organismes-là pourraient utiliser. Alors, ils peuvent l'utiliser pour donner de l'information, recevoir de la consultation, provoquer la participation, et je pense que ça correspond avec ce que M. Desjardins avait l'intention, disait dans son document, favoriser la prise en charge et la créativité. Je pense que cet aspect-là est encore beaucoup plus important que les autres, peut-être. Favoriser la prise en charge. On en parlait à ma soupée, nom de Gérald. Je rencontrais après-midi Claude Duruel du Cégep de Jonquière. Il semble bien que si on ne fait rien par nous-mêmes, les autres n'en feront pas beaucoup pour nous. Alors, il est important, je pense, qu'on saisisse des instruments qui vont nous permettre de prendre davantage en charge nos affaires. Alors, un organisme qui donne un service à une communauté peut entrer avec elle en communication pour lui faire part de son service et des implications de ce service. Et ici, je pense que ça cadre bien avec Caisse populaire. La communauté peut entrer. Alors, un organisme peut entrer en communication avec la communauté sur le service qu'elle offre et sur ce que les gens attendent aussi de son service. Alors, entrer en communication avec la communauté, c'est aussi recevoir le feedback de ce service que l'on donne et des suggestions pour l'améliorer. Cela peut aussi vouloir dire provoquer des mécanismes de participation que la communauté peut se donner pour rendre plus efficace un service donné. Maintenant, est-ce qu'on doit juger, est-ce qu'on doit, disons, ce soir, essayer de juger, si vous voulez, la validité actuelle, la valeur de la télévision aujourd'hui, ou si on doit, je pense qu'on doit plutôt la regarder en tant que médium d'avenir. Est-ce que ça peut être un médium d'avenir de communiquer avec notre milieu? Je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Sans tenir compte si c'est réaliste ou pas, là, je pense que est-ce que c'est un médium valable? Et après ça, ben, on s'attaquera peut-être à d'autres problèmes de rentabilité, ces choses-là. Si on s'en tout de suite en partant à la question de rentabilité, peut-être qu'on va se trébucher à toutes sortes d'obstacles. Mais est-ce que ça peut être un moyen pour nous, les caisses populaires, d'entrer en contact avec les membres, de leur donner la chance de s'exprimer, la chance est-ce que ça va nous permettre d'agir comme agent de développement ou agent de multiplicateur de connaissances? Est-ce que c'est ça qu'on peut faire? Est-ce que c'est possible pour nous de faire ça avec cet instrument-là? Je pense que c'est comme ça qu'il faut le regarder. Et après ça, s'il y a des problèmes financiers, là, on verra. Peut-être qu'on ne s'aboutira jamais à rien, on ne sait pas ça. Mais c'est quand même un phénomène nouveau. De plus en plus, la communauté, on parle du regroupement paroissial, on s'en est par secteur, il va falloir penser plutôt secteur que penser plutôt paroisse, ou même village et paroisse, c'est déjà passé de mode. Et on s'en vient comme ça. Et chaque fois, c'est comme dans ce sens-là qu'il faut le penser. Si on veut bien considérer la télévision communautaire comme un instrument, un outil, et non une solution, mais comme un outil pour trouver des solutions à nos problèmes, je pense qu'on peut en discuter. On peut parler de prix aussi. Mais il y a des gens, je pense, qui ont pensé qu'on apportait une espèce de nouvelle industrie, un nouveau service, qui était comme tous les services. Il y a quelque chose de plus. C'est qu'on veut s'en servir pour améliorer ce qu'on est actuellement, essayer de développer nos secteurs respectifs. C'est pas un aréna. Il y en a qui ont dit qu'il faudrait construire un aréna avant. Peut-être. Mais si on avait une télévision communautaire, peut-être que si on avait besoin d'un aréna, on l'aurait peut-être plus vite après. Tu sais? Je commence par la première question, en fait, qui est assez simple. Est-ce que la télévision communautaire peut être un moyen de communication valable pour atteindre notre milieu respectif? Je viens de résumer la pensée. L'opinion générale, oui. La question, c'est quoi déjà? Si ça va être un moyen valable? Oui, c'est un moyen valable. Je ne pourrais pas vous dire s'il s'agit d'un oui bien convaincu ou d'un oui bien plein d'espérance. On dit à condition que le milieu dans l'ensemble soit atteint et peu à peu tous les gens. La valeur du projet s'en trouvera accrue. Mais le fait que tout le monde soit atteint
parce que tout le monde est athée en ce moment, ne doit pas se poser comme point de départ, mais plutôt comme but. Je ne sais pas si c'est clair, ça, que je dis là, c'était clair de l'autre côté de son tour. S'il y a des personnes de cette commission-là, quelque chose à rajouter? Non. La troisième, celle qui était dans ce point-ci. Un acte note. Bien, on a parlé de la Caisse populaire a dit qu'elle avait un objectif à atteindre là, depuis toujours, puis la République communautaire lui fournit l'occasion immédiate de réaliser cet objectif. Bon. Est-ce qu'il y a des membres de cette commission-là qui veulent rajouter quelque chose? Non. Comme ça, est-ce que il y a lieu de discuter sur cette question-là un peu? Ou on va avancer encore on va avancer à l'autre question peut-être? Deuxième question. Si oui, quelle action éducative devrions-nous entreprendre pour atteindre notre milieu respectif? On peut commencer peut-être par le dernier. Non? Comme ça, oui. Des réponses plus faciles comme ça. Alors, c'est la deuxième question, ça. On a dit que pour rejoindre la base des jeunes, on pouvait essayer de faire participer les jeunes à la formation du poste lui-même, en les faisant travailler dans différentes émissions. Aussi, on a trouvé que c'était un bon moyen pour faire passer notre message d'éducation à la consommation. Faire connaître les mouvements de notre localité et leurs buts. Éduquer les gens aux problèmes de notre localité. Monsieur. En ce qui concerne les actions de la Caisse elle-même, du mouvement des jardins lui-même, que les caisses fournissent des émissions. D'abord d'informations, sous forme de cours ou autres, au sujet de tout ce que la Caisse peut offrir comme service. Peu de gens viennent aux assemblées, comme dans tout mouvement d'ailleurs. Parfois, plus de gens pourraient être atteints, même chez eux. On parle de communication, donc dans le sens du dialogue, où les gens parlent par la télévision, ils reçoivent aussi des réponses par la télévision ou autrement. Réponse et participation des gens, tout ça dans le but d'une amélioration de l'action des citoyens. Éducation au sens coopératif, social, et relations, c'est-à-dire établir des relations, montrer les rapports qu'il y a entre tout mouvement coopératif parallèle ou concurrent au mouvement coopératif des jardins. Autrement dit, le mouvement coopératif des jardins n'est pas une cellule séparée de d'autres mouvements. Pour qu'un milieu se développe, dit-on, il faut que chaque individu marque un progrès. En troisième lieu, on viserait à une vraie participation du jeune. Aller chercher le jeune, l'étudiant. On a posé une question ici. Permettons assez au jeune de faire par lui-même quelque chose pour lui-même. Ou si on se contente de faire des choses pour lui, dans lesquelles il ne voit peut-être pas toujours son intérêt. Et troisième. Ça serait répété, monsieur, parce qu'en fait, c'est vraiment tout ça qu'on a été décidé. Donc, c'était l'information, le service par des cours, par un dialogue constant avec les membres, les réunions, où on disait qu'il y avait une vingtaine de personnes, tout ça. En résumé, on a dit la première chose à faire en retournant dans nos conseils d'administration locaux, c'est ça, c'est de sensibiliser tous les membres, de les informer eux autres aussi. Deuxièmement, leur poser à eux la question, la première question qu'on s'est posée ce soir, est-ce que ça peut être un instrument valable de communication? Et troisièmement, les placer devant un dilemme. Est-ce que la Caisse populaire fait quelque chose ou pas? Et puis après ça, peut-être, on verra quoi faire si on fait quelque chose. Disons qu'on n'a pas eu le temps tellement d'élaborer ce sujet-là. Parce qu'on était parfaitement en faveur d'un tel projet. Aussi qu'on manquait un peu d'informations, le poste chez nous étant encore jeune, alors on a préféré attendre avant de prendre des décisions. Mais la troisième question était surtout, est-ce qu'on doit en discuter au conseil d'administration? Oui, ça c'était formel, oui, on est en faveur. Si à ce moment-là, et je pense que si vous manquez d'informations, il y aura toujours lieu, je pense bien, d'inviter l'équipe de responsables pour avoir donné l'information. C'est dans ce sens-là qu'on va. C'est qu'il y a un outil qui est là. Elle appartient à personne.
Elle ne nous appartient pas au conseil d'administration de Normandin, puis comme à Dolbeau d'ailleurs non plus. Elle appartient à la communauté. On veut d'ailleurs qu'elle appartienne à la communauté. Caisse populaire. Tantôt, M. Bergeron disait, après l'Église, ce sont les caisses populaires qui réunissent le plus grand nombre de gens. Est-ce que les membres des conseils d'administration des caisses populaires acceptent que ce moyen-là, cet outil-là, s'en aille, ou bien s'ils veulent qu'il demeure ici? C'est presque une question de vie ou de mort, dans le fond. Est-ce qu'on veut l'utiliser, mais si on ne veut pas l'utiliser? Vous avez dit, là, je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire, mais vous avez parlé peut-être donner 5 000 $. C'est beau, 5 000 $, mais si c'est un don, ça vaut rien. Pour moi, ça vaut rien. Parce que il y aura de la valeur en autant que vous voudrez bien l'utiliser. Si vous voulez l'utiliser, vous allez faire le nécessaire pour que l'instrument demeure puis se développe. Ça sera la réponse que je vous donnerai. Et je pense pas qu'on peut, l'Union régionale, dire aux caisses, encourager les caisses à fonctionner sans fournir quoi que ce soit. Parce que ici, il y a des bobines, si on enregistre du matériel, c'est normal que ce soit l'Union qui le finance et qui le distribue, parce que ça va t'appeler à servir toute la région. Tu sais? Je sais pas si... Tandis qu'à la caisse, c'est peut-être le bénévolat, c'est le gérant ou les administrateurs ou du personnel du milieu qui devrait, à mon point de vue, après ça, là, aller en discuter avec les gens par le truchement du corps. Si des gens du conseil d'administration de la télévision veulent me corriger, vous le ferez tout de suite. Je me souviens qu'il y a quelques mois, au tout début, on avait eu une rencontre avec un organisme régional, à laquelle rencontre il était sensiblement question de la même chose, et puis il y avait de sous-tendu à ça une demande d'argent. Puis on était allé en douce, puis on avait même dit, écoutez, de l'argent, là, oui, mais on force pas, tu sais. Puis après, on est sorti, puis on a dit, finalement, est-ce qu'on leur a demandé de l'argent ou pas? Puis c'est de ça qu'on a besoin. Alors, il faudrait quand même pas qu'on sorte ici avec l'impression qu'il n'y en a pas besoin. Ah bon. C'est bien vrai, ça va être spécifié, ça. L'Union régionale, actuellement, là, on peut parler du conseil d'administration. On est bien heureux là, que des caisses, c'est-à-dire de voir ce nouveau médium-là. Là. Et puis, tout ce qu'ils souhaitent, c'est qu'ils se tendent des expériences. Et on croit, le conseil d'administration croit, je sais pas, que le médium il est valable. On croit à ça. Mais de là à penser à des subventions, je ne pense pas. Mais ils sont prêts, par exemple. Je sais bien qu'on m'a dit, faites tout ce qui est possible pour alimenter, aider aux caisses là, qui auront à travailler avec les télévisions communautaires. Et de là, je crois qu'on peut vous éliminer un tas de problèmes. C'est pas à nous à venir dans le milieu, là, à part pour donner un petit peu d'informations, à nous à venir à remplacer les caisses populaires dans ça. C'est pas l'Union régionale de venir jouer le rôle des caisses. Je pense que notre rôle, là, je crois que mon rôle, là, avec mon équipe, c'est de venir vous aider à jouer votre rôle. De continuer à faire ce que vous faites, à alimenter. À alimenter. Puis, tu sais, vous avez toutes les facilités imaginables. Même, je fais même sensibiliser déjà le conseil d'administration de songer à un porte-pack, puis un matériel comme ça. J'ai dit, peut-être qu'un jour, ça viendra. Peut-être qu'on pourra filmer des assemblées générales sur place et puis préparer des bobines pour vous aider après ça à rencontrer une deuxième fois votre public. C'est-à-dire que la Caisse populaire, c'est un instrument de développement économique et social. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Et puis, la Caisse populaire, dans le milieu, doit répondre aux aspirations et aux besoins économiques et sociaux de son milieu. C'est un instrument pour le milieu. Je vois la télévision communautaire comme étant un instrument pour la Caisse populaire de sensibiliser nos gens au développement économique et social du milieu. La Caisse peut être difficilement efficace sur le plan social si on
On fait abstraction du plan économique de la Caisse. Et c'est aussi vrai pour le contraire aussi. On peut être difficilement efficace sur le plan, sur le plan économique si on se fout de l'aspect social de la Caisse dans le milieu. Alors, ce qui est important pour nous autres, c'est de savoir si on veut s'en servir, si on juge que la télévision communautaire peut répondre à ces besoins-là. Si on n'y croit pas, c'est encore bon. C'est la première. Est-ce que la télévision communautaire peut être un moyen de communication valable pour atteindre notre milieu respectif? Monsieur Saint-Lucien a dit que c'était parfait. Et l'autre, c'était Monsieur Villot a dit que c'était parfait. Récemment, mon frère, M. Tremblay, a dit que c'était parfait. Alors, c'est justement, si on s'en sert, si on s'en sert pas, ben, ça ne vaut pas 5 cents. Mais on est unanime à dire, tous, on est ici ce soir, que c'est parfait, que c'est la plus belle méthode, qu'il n'y a pas d'atteinte des gens, ce qu'on n'est pas capable de voir. Ça ne nous fait pas un peu peur de s'en servir? Ça, c'est normal. En tant qu'instrument, là. Monsieur Lucet, en guise de conclusion, parce que là, je pense qu'il faut arrêter, il y a deux choses. On se rend compte des gérants, là, et puis on essaie de parler concret. OK, là? Parce que ça, on a besoin du concret, puis en même temps que les idées. Ensuite, deuxième point, si vous êtes prêt à jouer votre rôle, commencer vos débuts par le truchement de la télévision, on est prêt à venir vous aider dès la semaine prochaine. Et puis on commence. On s'engage. Puis je suis convaincu qu'on va y aller. Si vous y croyez. Attendez, si vous y croyez pas, ben là, dites tout de suite, on ne perdra pas de temps. Mais si vous y croyez, là, d'ici une semaine, on peut commencer à s'en servir de cet instrument-là. Et puis à commencer aussi à penser concret, penser financement, penser ces choses-là. Nous terminons une fois de plus nos émissions diffusées sur antenne communautaire, le Canal 4 de Normandin. J'aimerais vous rappeler que la télévision communautaire est un moyen de communication à la portée de tous les corps intermédiaires du secteur normandin. L'équipe du Canal 4 n'attend que vos suggestions pour des émissions futures. Nous espérons donc que notre programmation vous a plu et souhaitons vous avoir de nouveau à notre antenne la semaine prochaine. Bienvenue et à bientôt.